Monsieur Ionesco, vous avez écrit vous-même à plusieurs reprises dans des ouvrages, des essais, que vous n'avez pas tellement voulu délivrer un message par vos œuvres, par vos pièces de théâtre, que poser des questions. Pour nos auditeurs qui ne vous auraient peut-être pas tous lus, est-ce que vous pourriez nous dire les questions qui vous ont vraiment préoccupé, que vous avez voulu poser? D'abord, je dois dire que je suis contre les messagers au théâtre, parce que les auteurs qui délivrent des messages, qui pensent en délivrer, ne font que répéter des messages qu'ils ont déjà reçus eux-mêmes. On peut parler par exemple de cet auteur qui s'appelle Bertolt Brecht et qui ne fait que répéter ou qu'illustrer une idéologie déjà connue. Donc, à ce point de vue-là, son activité est inutile. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Parce que c'est un grand auteur quand même, mais c'est un grand auteur à côté de son message. Bien, alors, pour poser des questions, eh bien, je pose des questions que tout le monde se pose. La première, la question essentielle, c'est pourquoi je suis là? Pourquoi il y a tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout cela qui m'entoure? Bon, c'est la question première. C'est l'étonnement que j'ai. L'interrogation fondamentale, qui n'aura jamais de réponse. Mais il faut la poser, cette question, pour se situer vis-à-vis du monde et pour ne pas l'oublier. Parce que si on se pose cette question qui domine toutes les autres, on est déjà au centre de la conscience spirituelle. Des autres questions qui viennent après celle-ci, c'est pourquoi le mal? Bon, j'ai écrit une pièce à ce sujet qui s'appelle « Cœur s'engage » où la question est posée. Encore une question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais cette question en fait naître une autre, qui est celle-ci. Pourquoi toutes les sociétés sont-elles mauvaises? Parce qu'il n'y a pas de bonne société. Les révolutionnaires qui ont voulu faire régner la justice, l'égalité, la fraternité, ont fait régner, je l'ai dit dans mes livres et je le répéterai, ils n'ont fait qu'instaurer la tyrannie, le crime, le génocide. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi les révolutionnaires disent-ils qu'ils veulent instaurer la justice et pourquoi en réalité la justice se fait-elle vengeance? Mais c'est une vengeance qui dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Il s'installe et devient un système. C'est-à-dire que je pense, et ça c'est une question et aussi un début de réponse, qu'il y a des impulsions ou des désirs conscients qui ne sont pas nos vrais désirs et que derrière ces raisons, il y a une irrationalité profonde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'homme déteste son semblable et que s'il a voulu installer la haine et la vengeance, c'est qu'il a voulu les installer sans se l'avouer. Bon, d'autres questions que je me pose, eh bien, cela revient à ça, oui, en définitive. C'est-à-dire la question fondamentale, pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que c'est que tout cela? Et
pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Et ces questions, vous vous les posiez dès votre enfance. Je me souviens, par exemple, dans Découverte, vous rappelez, par exemple, comment un jour vous vous êtes regardé devant un miroir et vous vous êtes dit, mais pourquoi suis-je là et pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Et vous dites, vous avez fait même la découverte du péché originel, n'est-ce pas? Je pense que ces questions donc Oui. sont extrêmement profondes chez vous. Oui, elles sont fondamentales et je crois qu'elles sont indispensables. C'est-à-dire que dans notre activité quotidienne, nous pouvons avoir une activité quotidienne, nous pouvons nous préoccuper de politique, de cuisine, mais savoir que toutes ces activités-là, finalement, sont secondaires et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que cela, qui est notre condition existentielle. Je pense depuis toujours que la condition existentielle est plus importante que la condition économique et la condition sociale, et que c'est de la condition existentielle que proviennent les conditions sociales, économiques. C'est pourquoi l'existence. Vous vous posez des questions extrêmement graves, fondamentales, mais dans votre théâtre tout au moins, vous les posez sur un mode comique souvent, parfois même sur un mode burlesque. Pourquoi adopter ce style, ce genre? Parce que lorsque je regarde le monde, lorsque je me situe à une certaine distance du monde, et que je le regarde et que je le juge d'une certaine façon, il me paraît dérisoire, comique et tragique à la fois. Oui, car on glisse vite au tragique, n'est-ce pas, dans ces pièces comiques. Oui. Pourquoi les gens font-ils ce qu'ils font? Il me semble que leur activité est coupée d'une signification profonde. Il y a des hommes qui n'ont pas ce qu'on appelle de sensibilité, ce qu'on appelait autrefois, ce que Jules de Gaultier appelait autrefois la sensibilité métaphysique. Ils n'ont pas le sens métaphysique. Mais cela nous donne notre véritable dimension de petitesse et de grandeur. Et cela fait que nous pouvons ne pas attacher à nos actes une importance démesurée, sachant que finalement tout est risible. Et cela peut conduire à une autre sorte de fraternité, qui est la fraternité dans la tragédie de l'insignifiant. Vous parlez de fraternité et pourtant on vous a souvent qualifié comme un auteur de l'incommunicabilité. Et vous-même d'ailleurs dans un roman comme Le Solitaire, vous montrez comment ces questions que l'homme se pose finalement font qu'il est seul, n'est-ce pas, qu'il est réduit à cette solitude. Oui, je m'en suis aperçu dernièrement. Vous savez, il y a un dialogue qui se poursuit entre l'auteur et ses spectateurs et ses auteurs et ses lecteurs, ou entre l'auteur et les critiques. On m'a dit que je faisais du théâtre de l'absurde, et puis finalement j'y ai cru et j'ai parlé de l'absurde. Et je me suis rendu compte que mon absurde n'était pas de l'absurde, c'était de la dérision. Et puis on m'a parlé aussi de l'incommunicabilité. On a dit que je faisais un théâtre de l'incommunicabilité. Alors j'ai cru que je faisais un théâtre de l'incommunicabilité, mais en réalité ce sont les critiques qui ont dit cela. Je crois à la communication, elle est possible, autrement je n'écrirai pas. Je crois qu'elle est difficile, mais qu'elle n'est pas impossible. Au contraire, autrement pourquoi parler? Et où voit-on l'incommunicabilité? Dans mon théâtre, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien d'où elle sort et pourquoi on le dit. Évidemment, il y a une grande part de solitude dans chacun de nous, dans la mesure où chacun est différent des autres. Et Hamburger, que vous allez interviewer, vous le dira, enfin que personne ne ressemble à l'autre. Ce que nous savions d'une façon empirique, mais lui il le sait d'une façon scientifique et biologique.
personne ne ressemble à l'autre. Donc, dans la mesure où nous sommes différents, nous sommes solitaires, mais dans la mesure où nous sommes identiques, et nous sommes les deux, alors il y a communication. Il y a communication, mais vous avez dit plus encore, il y a un instant, vous nous avez dit même qu'il y avait fraternité. Et pourtant, il semble que, justement, partout... Il peut y avoir fraternité lorsqu'on a les mêmes problèmes, par exemple. Et voilà un problème, et voilà une question qui est certainement profonde et qui est la même pour tous. C'est celle de notre situation métaphysique, c'est celle de notre condition existentielle. Savoir exactement que nous valons peu de choses. Bon, ce que je dis, ce sont des banalités. Ce sont des banalités et en même temps non. Parce que les gens ne vivent pas ces choses, ils les oublient. Je crois qu'il y a en réalité deux sortes de gens, des politiciens et des contemplatifs ou des métaphysiciens. Les politiciens sont ceux pour qui la question essentielle, la question fondamentale n'existe pas. C'est puéril, disent-ils, pourquoi se poser cette question puisqu'on ne peut pas la résoudre, et ainsi de suite. Et le politique s'attache au quotidien. Un homme politique est aussi bien celui qui est chef d'État que celui qui est conseiller municipal, c'est-à-dire pour qui ces préoccupations-là, secondaires, deviennent essentielles et cachent les autres. Et le mystique? Le mystique, c'est celui qui vit dans la question essentielle. Mais le mystique, enfin, je vous avoue franchement que j'étais un peu étonné ces temps derniers de voir que vous vous intéressiez à la mystique. Enfin, régulièrement, on vous entendait parler un peu de la mystique. Ça arrivait. On voit même qu'à certains moments donnés, vous dites que vous vous êtes posé la question de Dieu, vous dites que vous voulez croire en Dieu, etc. Enfin, récemment, dans le bulletin de l'aumônerie du spectacle, si je me souviens bien, vous avez même reproché à l'Église de négliger la prière et la vie mystique. Oui. C'est parce que elle vit dans la modernité, elle vit dans la quotidienneté, alors qu'elle doit vivre dans le sacré. Et qu'est-ce que c'est que le sacré? On parle toujours du sacré, mais on ne sait pas ce que c'est. Très bien. Et bien, le sacré, c'est ce qui est permanent, pour ne pas dire ce qui est éternel, ce qui est permanent. Et ce qui est permanent, c'est encore une fois ce problème angoissant. Les mystiques l'ont résolu, c'est pour ça que les mystiques m'intéressent. Ils l'ont résolu, et encore de temps à autre, parce qu'ils passent par des moments pénibles. Dans un grand déchirement. Dans un grand déchirement, et par des moments de sécheresse, et la grâce, et la joie sont très rares. Et elles servent tout au plus à illuminer, à éclairer le reste de leur vie, leur vie de tous les jours. Ils se rappellent ces moments de grâce, ils s'en souviennent, et c'est ce qui les fait vivre. Vous avez dit quelque part. Mais je ne sais pas très bien ce que c'est, puisque je ne suis pas un mystique. Seulement, je les crois. Vous parlez de la grâce. Vous avez dit quelque part, il n'y a pas de milieu, et je cite à peu près textuellement, entre la grâce et la merde. Eh bien si. Si, puisque nous vivons entre la grâce et la merde. Mais en fait, on ne pourrait accepter de vivre qu'en état de grâce. Et je me demande, c'est certainement une hérésie pour les croyants. Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne vit-on pas toujours en état de grâce? Et pourquoi vit-on dans le malheur? Pourquoi vit-on dans l'angoisse? Vous savez, et puis alors, ce qu'il y a le problème du mal, ce n'est pas un problème uniquement social, n'est-ce pas? Pourquoi on s'est remis dans le mal? Il y a le mal social. Donc, il y a des gens pauvres, il y a des gens riches, il y a la lutte des classes, ou il n'y a pas la lutte des classes.
Non, le problème du mal est un problème cosmique. Vous voyez dans mon jardin, c'est la paix, mais il se poursuit une guerre impitoyable. Les plantes se poussent les unes les autres pour vivre. Il y a un impérialisme extraordinaire de toute la végétation. Moi-même, quand je fais des gestes comme ça, je tue des infusoires. Si on regarde dans une goutte d'eau au microscope, on s'aperçoit que dans la vie microbienne, c'est la même chose et que l'on ne fait que se tuer. Et bon, ce sont des questions élémentaires, je le répète, mais ces questions élémentaires, eh bien, le poète, entre guillemets, est celui qui continue de se déposer pour qu'on ne les oublie pas. Et je crois que c'est là le rôle de l'écrivain. Alors, pourquoi ce mal? Évidemment, nous le savons très bien, parce que nous sommes obligés de nous entretuer pour vivre. Mangez-vous les uns les autres. Non seulement aimez-vous les gens, nous vivons en économie fermée, rien ne nous vient d'ailleurs. Et le paradis, c'est le lieu où on ne mange pas. Vous vous posez les questions de l'angoisse. Mais est-ce que... Alors pourquoi le monde est-il ainsi? Et puis je lui ai demandé à des prêtres. Il y en a un qui m'a répondu, oui, certainement, il a fait le monde de cette façon-là, il aurait pu le faire mieux, mais enfin, puisqu'il l'a fait comme ça... Le meilleur des mondes possibles, comme disait Leibniz. Oh, c'est... oui. Mais comment peut-on... Alors, et qu'il y ait Dieu ou qu'il n'y ait pas Dieu, je crois qu'il y a tout de même quelque chose. Enfin, c'est pas une question qu'il y ait Dieu ou pas Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Il est innommable, on ne peut pas le définir. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bon. Mais il y a une chose dont tout le monde s'est rendu compte, tous les gens se sont rendus compte, l'homme s'est rendu compte qu'il y avait le mal. Et il luttait contre celui-là. Toujours en Burger vous dira que dans cette mesure, l'homme s'oppose à la nature. Car la nature est mauvaise. Et je pense que l'homme est celui qui essaie d'introduire une certaine accalmie, une trêve dans cette lutte et dans cette angoisse incessante. Mais il est empêché de le faire parce qu'il y a en lui des instincts, et non pas des idéologies, des instincts opposés et contradictoires, et qu'il veut à la fois le bien et le mal, et qu'il lutte contre le mal par le mal, et finalement le moyen devient un but. Vous êtes un homme angoissé. Est-ce que vous pensez par là que vous êtes un homme exceptionnel? Enfin, les questions que vous vous posez fondamentalement, je crois que c'est plus simple que les autres. Vous êtes plus simple que les autres? Oui. Mais il me semble que, pour reprendre une de vos expressions, que finalement la rhinocérite est encore la meilleure façon d'éviter l'angoisse, et puis c'est plus simple. Mais oui, mais il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Il y a tellement de gens qui ne voient pas. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que la rhinocérite, puisque dans ma jeunesse, j'ai vécu un phénomène très grave que vous ne connaissez pas, c'est celui de la nazification, et j'ai assisté à la nazification de l'Europe. Tout le monde était hitlérien, l'intelligentsia, je veux dire, pas l'intelligence, c'est pas la même chose, l'intelligentsia était à ce moment-là à droite, comme elle est maintenant, surtout à gauche. Il y a une rhinocérite de gauche et il y a une rhinocérite de droite. À ce moment-là, elle était à droite.
Et je ne pouvais pas devenir nazi. Je me disais, mais si je ne peux pas, c'est que je suis inférieur aux autres, mais je ne pouvais pas le devenir. Il y avait une sorte de refus de tout mon être à cela. Alors, ce que je ne supporte pas, ce sont évidemment ces épidémies collectives qui s'appellent idéologie et qui ne font que dissimuler, cacher les poussées irrationnelles de haine, qui sont toujours les mêmes, de volonté de tuer, de se venger, d'écarter les uns ou d'écarter les autres. C'est-à-dire, les fanatismes sont des rhinocérites. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas des fanatismes un peu plus subtils, mais quand même tout aussi dangereux? Il y a des fanatismes, il y a des fanatismes subtils, mais vous savez que du temps de l'idéologie, la pensée nazie nous semble maintenant rudimentaire, mais elle ne l'était pas à l'époque. Et il y avait des auteurs très intéressants, racistes par exemple, qui avaient des théories raciales qui semblaient être très scientifiques, comme il y avait Chamberlain, il y avait l'anglais Chamberlain qui a écrit la Genèse du XXe siècle, et qui était le livre de base des racistes. On a fait de Nietzsche et de Gobineau des précurseurs du nazisme. Et il y avait un auteur comme Spengler qui a écrit, vous savez, le déclin de l'Occident et qui a l'air d'être encore actuel. Et en France, il y avait des écrivains très intéressants. Il y avait deux mouvements de droite. Il y avait un mouvement de droite plus raisonnable qui était celui de Maurras, avec Massis, avec Léon Daudet qui était un méchant, un furieux. Et puis il y avait le mouvement d'extrême droite mystique, plus mystique, qui était celui de, si je peux l'appeler ainsi, de Drieux-la-Rochelle, de Brasillac, de Rebattet. Et ce mouvement-là était, ces écrivains-là étaient poussés par l'histoire. Comme maintenant, ce sont des écrivains de gauche qui semblent poussés par l'histoire. Alors ils étaient poussés par l'histoire, c'est dans le sens de l'histoire, dans la marche de l'histoire. Et ils semblaient avoir raison. Alors si vous lisez avec attention L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, vous pouvez vous rendre compte finalement que c'est un livre qui doit beaucoup à l'idéologie nazie. Par exemple, là où il dit que chacun doit faire de l'autre un instrument et qu'il n'y a pas d'amitié entre les hommes, mais un conflit de puissance. Chacun va faire de l'autre un instrument. Chacun regarde l'autre et il va en faire son objet. Donc ce refus de l'amitié, c'était un anti-humanisme. Et l'humanisme était une chose dont on rigolait à l'époque, dont l'intelligentsia rigolait à l'époque, comme on rigole maintenant au nom du marxisme. Aujourd'hui même, on dit l'homme est mort, n'est-ce pas? Et certains sociologues éminents l'affirment hautement. Oui, mais il le disait, c'est pas nouveau, il le disait entre 1925 et 1940, 1945. Alors il était très difficile de résister à cette contagion et il fallait vraiment être faux, ou peut-être demeurer. Or je l'étais. Ou peut-être que je représentais peut-être une sorte de conscience. Mais je n'étais pas seul, parce qu'à ce moment-là, il y avait Denis de Rougemont tout de même, il y avait Maritain, il y avait... Mais tandis que maintenant, pour s'opposer à cette violence terroriste, pleine de bonnes intentions, ou apparemment bien intentionnée, mais qui est infiniment cruelle et assassine, maintenant pour s'opposer à ça, il faut encore du courage. Je me suis aperçu, quand Hitler était vaincu, j'ai été évidemment très heureux,
Mais tout de suite après l'autre guerre, on a assassiné l'apôtre de la non-violence, qui était Mahatma Gandhi. Et ce fait, c'est vers 47, tu vois. À peu près, oui. Et ce fait-là m'a paru extrêmement significatif. Je me suis dit, ça va recommencer. Alors la même chose recommence, avec d'autres drapeaux. Je ne sais si vous voyez les grandes manifestations collectives où l'homme n'est rien, la personne n'est rien. Oui, c'est la masse qui compte. La masse, les manifestations collectives très bien ordonnées, très belles, quand vous voyez à la télévision ou au cinéma les masses chinoises en ordre comme ça. C'est très beau, très beau. C'est impressionnant. C'est très impressionnant, mais c'est ce qui se passait exactement du temps de Hitler et de Mussolini. Mussolini était... Enfin, toute la population italienne, à 95%, était pour lui. Et on le voyait à Rome, au palais de Veneto, au balcon du palais de Veneto, parler devant une foule absolument délirante. Mais alors comment résister ? C'était la même chose, ces mouvements de masse comme ça, très bien ordonnés, on les avait du temps de Hitler. Alors je reconnais le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a qu'il est indispensable de respecter ce mot qui est devenu ridicule, de respecter la différence. L'homme différent, la valeur personnelle de chacun. Monsieur Ionesco, je vous remercie.